En fait, les générations qui viennent, il faut qu'ils fassent mieux à chaque fois, tu vois. Il faut qu'ils fassent mieux. Le travail, ça définit pas ma vie et ça la définira jamais. Je m'appelle Annabelle, j'ai 28 ans, je suis lilloise, d'origine congolaise, guinéenne et angolaise. Dans la vie, je suis médecin généraliste. Alors, enchanté Annabelle, moi c'est Johan, donc j'ai 33 ans. Je suis de Sarcelles, père de famille, donc j'ai 2 enfants et puis je suis créateur de contenu. D'accord. Ben, le hustle, c'est les affaires, c'est les gens qui charbonnent. Enfin, moi, j'utilise pas forcément ce terme. La première fois où je l'ai entendu, c'est plus dans la culture hip-hop, tu vois, C'est vrai. avec les Rick Ross, avec les P. Diddy, les Jay-Z, tu vois, c'est beaucoup eux qui ont amené ce concept de hustle, donc des gens qui ont des affaires et qui ont réussi. Pour moi, c'est le fait de toujours devoir travailler et qu'en fait, ta valeur, elle dépend de ton travail et toujours gravir les échelons, en fait. Ouais. C'est d'essayer d'atteindre une certaine élite à force de travail. Ouais. J'aurais pas utilisé le mot hustle, j'aurais plus utilisé le mot Charbonner. grind, tu vois, le charbon, genre. Ouais. Tu vois, donc. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu boostée. Enfin, pour parler d'expérience, en tant que femme noire en France, avec des parents, mon père en fait, qui vient du Congo et qui, pour s'établir, a dû travailler. On me dit depuis plus jeune qu'il fallait toujours que je travaille plus que les autres, en fait. Donc, c'est une notion en fait que j'ai depuis, je vais pas dire le berceau, mais depuis toute petite. On me dit, Annabelle, il faut que tu travailles et il faut que tu travailles plus que les autres parce que si vous avez des compétences égales entre un blanc en fait et un noir, on va choisir le blanc. Donc travail. Et c'est vrai que pour avoir grandi dans un milieu essentiellement blanc, c'est pas forcément des discussions que eux ils avaient et comprenaient pas forcément le fait que moi je puisse me mettre la pression. Cette pression, elle me venait en fait de ma situation de femme noire en France. Je suis un petit peu dans le même cas de figure. Moi, ce qui me fait plaisir dans tout ça, en tout cas par rapport au travail, c'est que je pense que nos parents nous ont conditionnés quand même, tu vois. Et moi, c'est quelque chose que je retransmets aujourd'hui à mes enfants, tu vois, le fait que mes enfants me voient me lever, aller travailler, tu vois. C'est quelque chose qui reste dans notre esprit. Moi, mes parents, je me rappelle qu'on se retrouvait dans quelque chose où ils partaient tôt le matin et puis ils rentraient tard le soir, tu vois. Je pense que c'est quelque chose de positif. Ça a du positif. Ouais, bien sûr. Parce que d'un côté, tu peux pas lâcher, ne rien faire de ta vie, et parce que tu as quand même cette pression derrière de mes parents, ils ont fait tel sacrifice, Exactement. ils ont fait tout ça, et moi, je me vois pas juste lâcher parce que je sais pas, je me sens pas en forme. Non, il y a tout ça. Donc, il y a ce côté positif. Mais il y a aussi ce côté un petit peu négatif de travailler tout le temps. Je pense qu'on peut pas s'épanouir à 100% si notre vie, elle est que axée autour du professionnel. Donc ça, je sais que moi, en tout cas avec mes parents plus jeunes, ils me disaient oui, il faut toujours travailler. Je sais pas si tu as eu ça avec tes parents, mais par exemple, quand tu rentres de l'école et que tu as un 18/20, on va dire ah mais non, oui, ils sont passés les 2 points. Enfin, tu vois, il y avait toujours ces trucs. Je sais pas si c'est spécifique aux parents africains. Mais maintenant, un peu plus maintenant, parce que bon, moi, je sais que dans le travail, dans mes études, j'ai été un petit peu trop loin, justement. D'accord. À un moment où quand même, ça a été vraiment difficile psychologiquement. Ils m'ont quand même parlé du bien-être et de l'importance de prendre du temps pour soi, de souffler, de respirer, de voir qui il y a autour de nous et de pas forcément s'enfermer toujours et dans cette dynamique de il faut que j'y arrive, voilà. Ouais, non, je suis plutôt d'accord. Et puis, quand on parlait d'inconvénients, c'est vrai que le fait de travailler très souvent, ça peut amener à perdre des choses essentielles, tu vois. Moi, aujourd'hui, je sais que je travaille énormément, mais j'ai fait une grosse parenthèse pour ma femme et mes enfants, tu vois. Parce que c'est trop important. Je me rappelle qu'à un moment, j'avais 2 boulots. Et j'ai eu mon premier enfant. Je me suis dit qu'il fallait qu'on charbonne, qu'on puisse lui offrir. Voilà, justement, subvenir aux besoins de ma famille, tu vois. On se dit que voilà, en tant qu'homme, on est chef de famille, donc il faut assurer, tu vois. Il y a aussi cette pression du fait d'être l'homme aussi, voilà, tu penses, vois, il y ouais. a ce truc-là aussi, mais je veux pas me retrouver dans quelque chose où je travaille tellement qu'en fin de compte, je passe plus de temps avec que ce soit avec ma femme et mes enfants, ce serait terrible, tu vois. Ouais.
Et du coup, c'est quoi pour toi l'essentiel? L'essentiel, Ouais, l'essentiel. justement, c'est ça. C'est passer du temps avec ses proches. C'est vraiment passer du temps avec ses proches parce que le temps, il passe super vite, tu vois. Ouais, je pense qu'on s'en rend compte de plus en plus. Exactement, le temps, On n'a pas une vie illimitée, en fait. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire que on peut se retrouver ou alors tomber sur des opportunités en se disant oui, c'est peut-être l'opportunité de ma vie ou autre, et mettre un petit peu sa famille, ses amis de côté. Et en fin de compte, cette opportunité, on l'a pas, et puis on se retrouve, tu vois, on se retrouve dans un truc, ah mince, tu vois, si je savais. Alors que je pense que les opportunités, on peut se les créer maintenant, tu vois. Ok, il y a des opportunités qui viennent à nous, mais il y a les opportunités aussi qu'on peut créer, tu vois. Donc ouais, je suis plus dans la création d'opportunités. D'accord. Ok. Plutôt que d'aller courir derrière les opportunités, exactement. Justement. Okay. Exactement. Donc à partir du moment où ça vient de toi, ça change un peu la donne. Voilà, c'est ça. Donc alors le rêve américain pour moi c'est traître dans le sens où les Américains sont très forts en fait pour montrer uniquement le bon côté, tu vois. Vraiment, ouais. Ils font énormément de cérémonies, tu vois, pour justement mettre en avant que ce soit les artistes, que ce soit les gens qui réussissent, tu vois. Mais pour avoir vécu à New York pendant 1 an, ah oui, d'accord. Ouais, tu vois, pour avoir vécu à New York pendant 1 an, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a les gens qui réussissent et puis il y a des gens qui creusent. Quand je dis qu'ils creusent, c'est vraiment qu'ils sont en galère, tu vois. Je me suis retrouvé à me balader que ce soit dans les rues de Brooklyn ou Manhattan, où je suis tombé sur des anciens militaires, tu vois. Des anciens militaires qui tiennent les portes des fast-food pour avoir des pièces, tu vois. Et je me dis que, tu vois, cette partie-là, tu vois, toute cette partie sombre un petit peu, ben, on n'en parle pas. Alors que, voilà, ok, c'est bien beau, ça fait rêver les États-Unis, tout ça, machin. Mais il y a une partie qui est archi sombre et qui m'a marqué, qui m'a touché, tu vois. Ça veut dire que, ok, il y a un tel qui a réussi, ça fait rêver, tout ça. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui souffrent, mais pour de vrai, tu vois. Il y a pas autant d'avantages qu'en France. Tu vois, nous, avec le système de santé. La sécurité sociale. Voilà, la sécurité sociale, tout ça, on va pas se mentir, ça nous arrange beaucoup. Oui. Mais au-delà de ça, il y a énormément de structures, en fait, qui aident les gens qui sont en difficulté, tu vois. Et moi, j'ai pas eu l'impression de tomber sur ce genre de structure aux États-Unis, tu vois. Donc, le rêve américain, oui, mais voilà, c'est nuance. Pour moi, c'est avec beaucoup de nuances, vraiment. C'est vrai que moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait cette idéalisation des États-Unis. Plutôt la période, oui, primaire, collège, lycée, c'était oui, j'ai envie d'aller aux États-Unis. Là-bas, je vais percer, que ce soit dans le monde artistique ou alors même en tant qu'auto-entrepreneur. Moi, l'idée que j'en avais, c'est on peut partir de rien et arriver au sommet, vraiment avec ton travail. Et ça, c'est vraiment la seule culture. Tu travailles, tu charbonnes, tu vas y arriver. Mais j'ai aussi l'impression de cette autre partie où tu peux, du jour au lendemain, te trouver sans rien et tu n'auras pas de parachute pour t'aider, même pour les besoins vitaux, comme par exemple la santé, en fait. Bien sûr. Et ce dont tu parlais tout à l'heure. Bien sûr. Et justement, pour revenir à ce sujet-là, j'ai eu l'opportunité, tu vois, de discuter un petit peu avec les gens qui vivaient là-bas, tu vois. Et même par rapport à la santé et puis le fait de se nourrir, tu vois, le choix, il est vite fait. Moi, il y a des gens qui m'ont fait comprendre. Je me suis cassé la jambe. C'est extrêmement cher. Et à côté de ça, je dois nourrir ma famille. Qu'est-ce que je fais? Ah, je laisse ma jambe KO et je nourris ma famille, tu vois. J'ai pas trouvé ça, je vais pas dire choquant, mais ça m'a quand même surpris, tu vois. Parce que vraiment, il y avait cette idéalisation. Ouais, la France, c'est pas bien, les États-Unis, c'est trop bien. Ils ont 10 ans d'avance. Ouais, voilà. Et puis voilà, enfin, j'en reviens aux questions de race, mais quand même, par rapport à la communauté noire aux États-Unis, on a eu beaucoup de modèles de réussite aussi, et on s'accrochait aussi à ça quand on était plus jeune. Rien que les séries pour avoir une représentation, tout ce qui est Phénomène Raven, c'est pour avoir une représentation, c'est vers eux en fait qu'on regardait. Ouais, c'est ça. De voir des personnes noires qui peuvent réussir, c'est beaucoup vers eux qu'on regardait. Ouais. Tout ce qui est Prince de Bel-Air. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc doublement, je pense, on a eu ce. C'est ça. Parce qu'on n'avait pas forcément de représentation en France, tu vois. Tu penses que le rêve français, il existe? Peut-être pas de notre point de vue. Je veux dire, moi, je suis née en France, je sais pas si toi aussi, mais de notre point de vue...
il n'y a pas forcément un rêve français. Je pense que c'est plus des personnes de l'extérieur qui voient comment ça se passe en France, qui peuvent se dire « Ah, là-bas, justement, leur système de santé, il est développé. » Je pense pas qu'il y ait vraiment un rêve français. Et puis, comme tu dis, nous, on est nés ici, tu vois. Mais voilà, pour parler un petit peu de la génération de nos parents, tu vois, et même la génération d'avant, toutes ces personnes, justement, qui sont arrivées, tu vois, début des années quoi, 60, 70, tu vois, il y avait toute une vague qui venait d'Afrique subsaharienne et puis d'Afrique du Nord, tu vois. Donc, ils sont arrivés, eux, pour justement reconstruire, tu vois, vu qu'il y avait eu la guerre, les trucs, machin. Ils sont venus pour reconstruire. Et puis, il y a eu la génération de nos parents qui sont venus pour les études, tu vois, qui sont venus pour les études et qui, en fin de compte, sont restés. Parce que moi, je sais que j'ai eu la discussion avec mon père. Je lui ai demandé, ouais, mais t'es venu en France pourquoi, tu vois? Et il m'a dit, ouais, moi, je suis venu pour les études, tout ça, machin, truc. Et puis, j'ai rencontré ta mère. Tu vois. Donc, il y a eu voilà, ils nous ont eu, nous, tout ça, machin. Et puis, en fait, je me dis que eux, ils étaient vraiment plus, voilà, axés, comme on dit, en plus, ça tombe bien, on parle du travail. Voilà, eux, c'était beaucoup plus axé sur le travail, se dire, essayer d'avoir une stabilité, subvenir aux besoins de leur famille. On est plus dans autre chose, tu vois. Je sais que, moi, par exemple, aujourd'hui, tu vois, je travaille en me disant que demain, il faut que mes enfants, ils fassent mieux que moi, tu vois. Donc, nous, on travaille, ok, tu vois, on a des objectifs bien précis, tout ça, mais que derrière, en fait, les générations qui viennent, il faut qu'ils fassent mieux à chaque fois, tu vois. Il faut qu'ils fassent mieux. Après, je pense que les gens aussi idéalisaient la France. T'étais retourné en Afrique récemment ou pas? Oui, il y a 3 mois. Voilà. Et, tu vois, nous, on est nés ici. Ouais. Donc, quand on retourne sur la terre-mère, on n'est pas forcément considérés comme des Africains, tu vois. Ouais, il y a toujours donc, il y a, voilà, bon, moi, je suis aussi originaire de la Côte d'Ivoire, du Gabon aussi, tu vois. D'accord. Et quand tu arrives en Côte d'Ivoire, les gens, ils vont dire que tu es un benguiste, tu vois. Les gens qui sont en Europe, tu vois, quand ils viennent en Afrique, on les met un petit peu sur un piédestal, tu vois. En fait, ils idéalisent la France par rapport à ce qu'ils peuvent voir à la télé ou autre. Oui, c'est ça. Mais ils savent pas que par moments, ici, c'est dur, tu vois. C'est dur. Donc, on n'a pas forcément, ouais, c'est la vision du rêve français. Ou alors, le rêve français passe par le rêve américain. Je m'explique. Ah oui, d'accord. Je m'explique. Je te donne un exemple. Omar Sy, aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, il y a eu Intouchable, tout ça, ça a marché, c'était incroyable, tout ça. On a vraiment commencé à le considérer quand il a été appelé par les Américains pour Jurassic Park et tout le reste, tu vois. Une fois qu'il s'est retrouvé à Hollywood, on s'est dit, ah ouais, d'accord, c'est bon, on a Omar Sy, c'est lui qui représente, tu vois. Et là, il devient un modèle de réussite, tu vois. Mais sans ça, j'avais pas l'impression que Omar Sy c'était un modèle de réussite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, alors que pour moi, c'était un modèle de réussite, hein, sans qu'il ait besoin d'aller aux États-Unis, tu vois. Les États-Unis, en fait, ça a quelque chose de tellement fascinant. Ça valide, en fait, peut-être le parcours. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je vois le truc, tu vois. D'accord. Donc, moi aussi, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un rêve. En tout cas, je pense qu'il y a un rêve français, mais que c'est plutôt, oui, par exemple, les exemples que tu donnais quand tu rentres au pays, les personnes, elles se disent que ta vie, elle est peut-être plus facile, que tu as des privilèges, c'est ça. Que si tu es arrivé à tel niveau, c'est grâce à la France aussi, parce que tu as eu des privilèges qui t'ont permis de te dépasser, de travailler, d'arriver à un certain niveau. Donc, Quand tu réfléchis bien, les gens qui étaient en Afrique et qui arrivent en France, c'est incroyable. En fait, nous, comme on est nés ici, pour nous, en fait, c'est normal, tu vois, d'être là, de travailler, tout ça. Il y a des fois, on a la flemme, tout ça. Et en fait, eux, quand ils arrivent, ils ont un objectif bien précis. Tu vois. Ça veut dire que dans les cours, déjà, ils sont en avance. Déjà, dans les cours, ils sont en avance. Et ils ont les meilleures notes, mais ils ont ce truc, ils ont cette détermination, je trouve, en plus que nous, parce que justement, ils ont laissé des gens là-bas qui comptent sur eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors que bon, nous, on est là, tu vois. Et puis bon, voilà, on va faire ce qu'on a à faire, mais ce sera différent. Tu vois. Eux, c'est vraiment un truc. Bon, on va en envoyer 1 ou 2, mais il faut qu'ils réussissent. Sur lui, il faut qu'ils réussissent parce que voilà, il y a des gens derrière, tu vois. Alors en France, je pense que on est beaucoup plus souple par rapport au travail, tu vois. D'accord. Ça veut dire qu'on va
tu vas travailler, à un moment donné, tu auras besoin de prendre des vacances ou alors tu vas te mettre en arrêt, tu vois. Il y aura pas forcément de grosses conséquences derrière, tu vois. Par contre, aux États-Unis, il faut se rendre indispensable parce que... Tu peux vite être remplacé, tu veux dire? Exactement. Tu vois, donc quand tu arrives, il faut que tu sois le plus fort. Les gens sont galvanisés par le travail. Tu vois, moi, je sais que j'ai un ami à moi qui a 2 boulots aux États-Unis, mais quand il y va, c'est pour être le meilleur, tu vois. Et pour pas qu'on le remplace, parce que si demain, il lui arrive quelque chose, on a beau t'aimer, on a beau t'apprécier, au revoir, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup moins ce truc-là en France, je trouve, tu vois. Donc voilà, si je dois faire un parallèle avec les États-Unis, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup moins tu vois, l'aspect humain où on se dit, bon là, il peut t'arriver quelque chose. Tu peux avoir des mois où t'as plus de difficultés à payer tes factures, tu vois. Donc, tu vas demander une avance. En général, t'as vu, si tu travailles bien, on va te dire, bon, ok, je vais t'avancer là, tout ça. Essaye de t'en sortir. Quand ça va mieux, tu nous rembourses, tout ça, truc. Alors que aux États-Unis, c'est différent. Tu vois, il y a beaucoup moins cet aspect humain. Mais c'est dans le travail comme dans le sport. Hein. Après, je sais pas si tu suis un petit peu la NBA ou autre. Tu vois, il y a... Ça passe trop tard, le sport. Du coup, ouais. Mais en fait, tu peux te retrouver dans un truc où tu as été fidèle pendant des années, tu vois. Mais quand ton jour, il arrive. Tu vois, et puis il dit, c'est pas contre toi. C'est que du business, tu vois. Mais il y a cet aspect humain qu'on oublie. Et puis, pour moi, je pense que cet aspect humain, il est trop important, tu vois. En France? Partout. Partout, tu vois. Donc, d'accord. Alors moi, j'ai pas eu l'opportunité de voyager, de travailler à l'étranger. Mais l'expérience que je peux avoir dans mon activité de médecin généraliste, c'est que beaucoup de patients viennent pour des soucis au travail, justement. Et ils viennent se confier à leur médecin généraliste. Alors ça peut être beaucoup de choses, genre un burn-out, un épuisement professionnel, la dépression qui peut être réactionnelle au travail. Donc, ils demandent des arrêts pour ça. Donc, il y a ce côté-là où on sait que c'est le travail. Et il y a aussi le côté où les personnes viennent pour des douleurs, par exemple, des lombalgies, des douleurs un peu partout sur le corps. Et en fait, dans le corps, pardon. Et en fait, quand on déconstruit un petit peu les choses, on regarde un petit peu, c'est le travail, en fait, qui est responsable de tout ça. Et c'est vrai que j'ai été vraiment marquée à partir du moment où j'ai commencé à être en cabinet que beaucoup de personnes qui viennent pour ça, et oui, c'est vrai qu'effectivement, on peut les mettre en arrêt. Ils peuvent prendre du temps pour eux. C'est ça. Ce qui n'est pas forcément le cas donc de ce que tu dis aux États-Unis. Après, c'est pas toujours facile. Hein, je veux dire, si tu es en arrêt pendant des mois et des mois, à un moment donné, ça peut. Bien sûr. En tout cas, dans la santé, on se rend compte quand même qu'il faut pas prendre ça à la légère, en fait. Le bien-être au travail, faut pas le prendre à la légère parce que oui, ça fait partie aussi de la santé. Est-ce que tu as d'autres pensées, toi, par rapport au travail? En fait, moi, j'aime mon travail parce que, et ça, c'est une chose super importante. Merci. Aimer ce qu'on fait. Genre, tu te lèves tous les jours. Merci. Moi, je sais que j'ai galéré dans mes études pour en arriver là. Vraiment, 10 ans d'études pas évidentes. Mais maintenant, en fait, je me lève, je suis au contact des gens, justement. T'es là pour aussi les soulager, pour écouter des histoires. Donc, écouter, oui, le vécu des gens. Et en fait, je me sens utile au quotidien. Donc ça, franchement, j'aime ce métier. Donc, je suis super contente. Et je pense que c'est un privilège, en fait, d'aimer ce qu'on fait. Et par contre, un truc super important pour moi, c'est que le travail, ça définit pas ma vie et ça la définira jamais. Pendant trop longtemps, mes journées, c'était que ça de 9h à 23h. Réviser, apprendre des choses sur le corps humain, tout le temps, tu vois personne et le temps passe, les années passent. À côté de toi, t'as des gens qui font des enfants, il se passe beaucoup de choses en fait. Le temps passe et du coup, c'est pour ça que même si j'aime mon travail, j'ai envie à côté de développer d'autres choses, ma créativité justement, de rencontrer des nouvelles personnes, avoir des discussions intéressantes comme maintenant par exemple. Et comme tu disais aussi, la famille, profiter des gens qui sont autour de nous, qu'on aime et en apprendre plus sur du coup mes racines et mes pays d'origine et y retourner plus fréquemment. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Et puis, ça tombe bien que tu dis ça parce que moi, je me suis plusieurs fois retrouvé dans le cas de figure où j'ai travaillé par nécessité. Je me suis dit, bon, là, il faut que je le fasse. Ça va durer un temps. Et puis, je vais passer à autre chose. Sauf qu'après, tu prends de l'âge, tu prends conscience, tu vois. Je me suis dit, je peux pas me retrouver dans quelque chose
ok, tu prends de l'argent, mais t'es pas épanoui, tu vois. Parce que, tu vois, ton épanouissement professionnel, il est trop important, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai arrêté justement de travailler à l'aéroport. J'ai travaillé longtemps à l'aéroport. D'accord. Donc justement, quand je suis rentré des États-Unis, tu vois, les gens disaient que c'était un petit peu la planque. Tu reviens des États-Unis, tu parles un petit peu anglais, tu vas bosser à Roissy, mais je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire. Donc là, je me retrouve dans quelque chose que j'avais en moi depuis un moment, sauf que je me suis longtemps voilé la face, tu vois. C'est devenu comme une évidence que je sois en contact avec les gens, le fait que je crée du contenu spécifique, tu vois, parce que c'est vraiment c'est des sujets bien précis. Comme tu disais, je me sens utile. Pourquoi? Parce que justement, je reçois des messages de remerciement. Ah, merci pour cette vidéo. Ça m'a remonté le moral. J'ai vécu des choses, des trucs. Et puis, c'est gratifiant parce que les gens, ils voient que la bonne partie du travail, tu vois. Quand l'épisode il est fait, ils savent pas que il faut dérocher, que c'est des heures de montage, tu vois. Ils voient pas tout ce truc-là. Et du coup, quand t'as le retour direct du public qui te dit merci pour ce que tu fais, c'est hyper gratifiant et j'ai vraiment envie de me retrouver dans ce truc-là où j'en vis, tu vois. Donc je me donne les moyens justement pour le faire. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais j'ai l'habitude de dire que le mot-clé, tu vois, dans le monde du travail, surtout quand tu as des objectifs, c'est l'endurance, tu vois. Ça veut dire qu'on se retrouve dans beaucoup de phases où on a envie de tout arrêter. Tu vois, on est un petit peu frustré parce que on va tomber sur d'autres créateurs de contenu qui vont faire un truc et ça va prendre tout de suite. Mais aujourd'hui, j'ai pris le recul et je sais que il va falloir passer par certaines phases, tu vois. Et il faut l'accepter, mais il faut continuer de travailler et il faut être régulier. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé écouter ton vécu et merci pour cette conversation. Merci à toi aussi.